Attention, cette vidéo n'a pas pour but de faire du révisionnisme. Ici, l'objectif c'est de vous présenter et de résumer la majorité des faits établis sur Napoléon III. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais comme premier titre à cette vidéo « Que reste-t-il de l'héritage de Napoléon III dans la culture française ?» Mais le mien sonnait quand même beaucoup mieux. Je suppose que vous connaissez tous ici les exploits de Napoléon Ier, en bien ou en mal, mais sans doute moins ceux de Napoléon III. Eh bien je vais me faire un devoir de vous présenter un minimum ce petit bonhomme, qui a changé l'histoire de France à tout jamais, rien que ça. Louis-Napoléon Bonaparte, ou bien Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, est né le 20 avril 1808, soit le même jour que notre Fureur nationale, la date de sortie du meilleur album de KMFDM, et de mort... D'accord, tout le monde s'en fout. Bref, il est le fils de Louis Bonaparte et de Hortense de Beauharnais. Par rapport à Napoléon Ier, du coup, il est son neveu, Louis Bonaparte étant le frère de Napoléon Ier, et ce dernier étant marié à Joséphine de Beauharnais. Attends. C'est la mère d'Hortense? Alors, je résume pour ceux qui dormaient au fond. Hein. Le frère de Napoléon s'est fait la belle-fille de Napoléon. Du coup, Hortense, c'est la belle-fille, la belle-sœur et la fille adoptive de Napoléon. D'ailleurs, c'est Napoléon qui a imposé ce mariage. Ah bah, comme disait Guy Nantel, hein, avant il y avait 15 enfants par famille, maintenant t'as 15 familles par enfant. Bah, c'est pas si vieux que ça en fait. Malheureusement, leur union ne sera pas heureuse. Bah ça alors! Déjà parce que Louis était roi d'Espagne, donc il n'avait pas forcément le temps de s'occuper d'elle. Et aussi parce que Hortense était assez froide avec lui. Et aussi parce qu'il y a 20 ans d'écart entre les deux, mais chut. En gros, Napoléon Ier avait mis ses frères à la couronne de nombreux pays d'Europe, qu'il avait envahis, pour éviter qu'ils ne revendiquent son trône. D'ailleurs, il y a eu quelques tensions entre les frères, notamment en Hollande. Napoléon III, je vais l'appeler Louis, ce sera plus simple, eut deux frères. Napoléon Charles, mort très jeune, et d'ailleurs vous pouvez l'apercevoir dans le tableau du sacre de Napoléon Ier, il est juste ici, voilà. Et Napoléon Louis, qui mourra un petit peu plus tard. Bref, arrêtons la généalogie. Hortense éleva ses deux fils avec amour. Cependant, elle souhaitait avoir une fille. Du coup, elle a travesti notre petit Napoléon III jusqu'à l'âge de 5 ans. Ça va vraiment devenir un running gag dans mes épisodes, ça. Bon bref, enchaîne. Son enfance est marquée par la période du Premier Empire. Napoléon Ier était un tonton très sympathique et il s'amusait à les faire rigoler. D'ailleurs, Hortense et Napoléon Ier le surnommèrent Monsieur Oui-Oui, parce qu'il répondait toujours de cette manière. Vous allez voir des pseudos pourris et de merde comme ça, il en a eu plusieurs. Malheureusement, de 1814 à 1816, pour les Bonaparte, ça chauffe grave. Entre les révoltes et les grosses défaites de Napoléon, Louis n'a que 8 ans, en 1816, je le rappelle. Et cette année-là, le nouveau roi de France, Louis XVIII, chasse les Bonaparte du pays et les exile tous. C'est donc le cas du petit Louis, mais aussi de son grand frère et de Napoléon II, le fils de Napoléon, le seul fils. Enfin, ça on le verra plus tard. Le reste de sa jeunesse, il la passera avec sa mère à Arenberg en Suisse et à Rome avec son père. Hortense était une mère très douce avec son fils. Peut-être un peu trop, elle était du genre très laxiste et le laissait gambader dans la campagne suisse plutôt que de réviser ses leçons et bosser ses cours à distance. Ouais, le mec vivait confiné avant nous. Une chose est sûre, ce que Hortense livrera à Louis, ce sera sa générosité, sa curiosité et la légende napoléonienne. Cependant, son père ne voit pas d'un bon œil cette éducation. À 12 ans, Louis a beaucoup de retard, notamment au niveau de ses connaissances. Son père menace donc Hortense de lui retirer la garde de l'enfant, alors cette dernière va engager un précepteur, un gars nommé Philippe Lebas pour l'éduquer. Et mine de rien, c'est une sacrée tête ce type. Son CV ferait baver n'importe quel historien. Mais en plus de ça, il rattrape le niveau très faible du petit Louis, et il finira même polyglotte. C'est en Italie que Louis s'initie à la politique. Son éducation sera marquée par les libéraux italiens qui souhaitent la réunification de l'Italie, et surtout la prise en compte des idées de liberté. Malheureusement, sa tranquille jeunesse se verra bousculée à ses 22 ans en 1830. Le roi Charles X étant éloigné du pouvoir, suite à une toute petite révolution de rien du tout, les bonapartistes croient alors à un espoir de revenir en France. Que nenni. Cependant, les Orléans, la nouvelle famille au pouvoir sur le trône français, votent une loi pour exiler les Bonaparte. Une nouvelle, je précise. Entre les deux familles, c'est un petit peu la guéguerre, mais les tensions n'en sont qu'au début. Le point culminant, c'est en 1831. Cette année-là, une épidémie de rougeole se répand dans la ville de Forlì, en Italie. C'est ici que Louis, sa mère et son frère résident alors qu'ils fuyaient à la fois le pape et les Autrichiens, dans les insurrections de l'unité italienne. Louis est touché par la maladie, mais s'en sort à moitié. Il est gravement malade, tandis que son frère, en revanche, succombe. Exceptionnellement, Hortense et Louis pourront retourner en France, le temps que ce dernier se rétablisse. De retour en Suisse, il apprend la mort du fils de Napoléon, âgé de seulement 21 ans. La faute à la tuberculose.
ce qui fait désormais de Louis le prétendant au trône de l'Empire français et l'héritier des Bonaparte. Jamais 203 comme on dit. Anecdote sympathique, savez-vous d'où vient le surnom l'Aiglon? Eh bien, il date de 1901, d'une pièce de théâtre du nom de l'Aiglon mise en scène par Edmond Rostand. D'ailleurs, chose assez sympathique sur ce bon vieux Rostand, c'est qu'il est mort le 2 décembre 1918, soit l'anniversaire d'Austerlitz et du couronnement des 2 empereurs. Tout est lié. Revenons à Louis. Désormais héritier, il n'a qu'un seul objectif, revenir sur le trône et emmerder les Orléans. Pendant 4 ans, il va s'entourer de conspirateurs pour préparer un coup d'état, dont notamment Alexandre Dumas fils. En 1836, à Strasbourg, en France, il veut faire comme pour son oncle, une marche jusqu'à Paris pour destituer Louis-Philippe. Mais malheureusement, le matin même où les principaux complices et Louis lui-même se retrouvent à Strasbourg, la police intervient et ils sont arrêtés. La loose totale. Son père et ses cousins le condamnent aussitôt pour cette action. La seule personne qui la soutient encore, c'est sa mère, qui parvient à convaincre Louis-Philippe, le nouveau roi des Orléans, de laisser Louis tranquille et de l'extraire aux États-Unis. Je précise que selon la constitution française, c'était illégal. D'ailleurs, une majorité des membres des conspirationnistes ne furent même pas jugés, ils ont presque tous été acquittés. Le voilà donc à New York, en 1837, et le mec s'apprête à faire un road trip dans les États-Unis façon Thelma et Louise. Malheureusement, il apprend que l'état de santé de sa mère se détériore. Il se dépêcha alors de prendre un bateau pour rentrer en Europe. Sauf que je vous rappelle qu'il est exilé, et il se retrouve bloqué en Angleterre. Mais malin comme il se fait un faux passeport américain et se fait passer pour l'un d'eux, avant de partir en Suisse. Alors, soit les offices de douane sont complètement cons, d'habitude c'est les Américains qui réémigrent, soit c'est un BG du camouflage, et je pencherai pour la deuxième option. On verra plus tard. Lorsqu'il arrive sur les lieux, sa mère est uniquement maintenue en vie, sous opium. Hortense de Beauharnais s'éteint à 54 ans d'un cancer de l'utérus, le 5 octobre 1837. Louis est dévasté. Après ses 2 frères et son oncle, c'est au tour de sa mère de s'en aller. Mais l'espoir revient petit à petit. Depuis son coup d'état, le nom de Louis Bonaparte résonne en France, et l'esprit napoléonien renaît très légèrement de ses cendres. C'est à cette période que fut publiée une brochure du nom de Relations historiques, écrite par un de ses lieutenants à Strasbourg, Armand Letty. Et le gouvernement français de Louis-Philippe, il en a jusqu'au cou de ce petit con. Alors il interdit et condamne Letty à la prison ferme. Le gouvernement menacera même la Suisse de l'attaquer si Louis ne se barre pas du pays. Alors le pays du fromage l'envoie en Angleterre, le pays de la gelée, où il continuera d'alimenter le mythe de Napoléon Ier en publiant des articles l'érigeant comme le précurseur de la liberté. Et en secret, il prépare un nouveau coup d'état pour venger son échec à Strasbourg, profitant du fait que les cendres de Napoléon Ier soient rapatriées pour prendre la nostalgie napoléonienne comme appui et se propulser comme un nouvel empereur. Sauf que le mec ne parvient même pas à rallier son propre bataillon qui devait l'accompagner. Les gendarmes interviennent et les coups de feu fusent. Plusieurs de ses conspirateurs sont tués et Louis est même blessé. Puis arrêté et jugé pour son complotisme. Du 28 septembre au 6 octobre 1840, le procès a lieu, et les gens s'en foutaient un petit peu, l'indifférence générale. Lors de sa défense, il déclara cette réplique devenue culte. « Je représente devant vous un principe, une cause, une défaite. Le principe, c'est la souveraineté du peuple. La cause, celle de l'Empire, la défaite, Waterloo. Le principe, vous l'avez reconnu. La cause, vous l'avez servi. La défaite, vous voulez la venger. Représentant d'une cause politique, je ne puis accepter comme juge de mes volontés et de mes actes une juridiction politique. Je n'ai pas de justice à attendre de vous et je ne veux pas de votre générosité. » Anecdote rigolote, c'est le premier homme en France à être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sa mère n'étant pas là pour l'aider, évidemment. L'intéressé déclara d'ailleurs à ce sujet « Vous savez, en France, rien n'est perpétuel. » Le voici donc en Picardie, enfermé dans le fort de Ham, qui est très loin d'être un camp de travail. Voici d'ailleurs un aperçu de sa chambre. Et il a même des visites. C'est ici qu'il rédigera L'extinction du paupérisme, son manifeste populiste où il y dévoile toutes ses idées socialistes, telles que « Aujourd'hui, le règne des castes est fini, on ne peut gouverner qu'avec les masses », ou bien « L'industrie, cette source de richesse, n'a aujourd'hui ni règles, ni organisation, ni but. C'est une machine qui fonctionne sans régulateur, broyant également dans ses rouanges les hommes comme la matière. L'industrie dévore ses enfants, véritable Saturne. » Non, c'est pas de Karl Marx. C'est Napoléon III. Faites un jeu à boire avec ce bouquin, vous verrez, c'est très drôle. Je mets le lien en description pour les plus curieux. Mais au bout de 6 ans, il en a plein le cul de ce fort Picard. Alors profitant du chantier présent dans le fort, il se rase la barbe, se teint les joues en rouge pour faire maçon, et se déguise en ouvrier avant de s'effader. Comme si de rien n'était, et personne ne l'a reconnu.
Ah bah l'habitude de se faire passer pour une femme a dû ressortir, j'imagine. En mai 1846, il rejoint l'Angleterre par l'intermédiaire de la Belgique, et le jour même où les gardes apprennent la fuite de Louis, il est déjà dans le port d'Anvers. Cette évasion aura pour conséquence la décrédibilisation totale de Louis-Philippe, et 2 ans plus tard, son gouvernement est renversé pour plein d'autres raisons. Et c'est donc le début de la Seconde République. Tandis qu'il travaillait à la construction du canal de Panama, il revint en France, tranquillou pilou, et cette fois-ci, il décide de ne pas prendre le pouvoir par la force, mais démocratiquement. Il est élu député en juin 1848. À cette époque, l'Assemblée est constituée de républicains, de monarchistes nostalgiques, un petit peu de socialistes, mais très peu de bonapartistes. Et pourtant, il remporte 300 000 voix aux législatives de septembre, et est même élu dans des départements où il ne s'est pas présenté. En novembre, la constitution de la Seconde République est promulguée. Louis se présente en tant que candidat à l'élection présidentielle, et le 20 décembre 1848, Louis-Napoléon est élu président de la République française. Suffrage universel masculin, faut pas déconner. Alors, j'ai 2 infos sympas. La première est que Louis est le premier président de la République qu'on ait eu en France, et la deuxième est que, à 40 ans, il est le plus jeune président français. Son record ne sera dépassé que par Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre. C'est vrai qu'à 60 ans en politique, t'es encore jeune. Mais il est élu à 74%. Record battu par Chirac. Monsieur Chirac est réélu. Bref, durant son mandat, il est soutenu entre autres par Adolphe Thiers et Victor Hugo. Oui, je sais, ces 2 derniers lui chieront dessus quelques années plus tard. On y reviendra. La bourse de Paris augmente de 65 à 80% en quelques jours. L'esclavage est aboli par le ministre Schœlcher. Et c'est Thiers qui est chargé de constituer le gouvernement. Et c'est là que Louis prend contact avec 2 personnages singuliers. Alexandre Walewski et Charles de Morny. Alexandre, c'est LE fils de Napoléon Ier. C'est un bâtard qu'il a eu avec une Polonaise. Et d'ailleurs, ce dernier milite pour la cause de l'indépendance polonaise. C'est sous la présidence de son cousin qu'il est nommé ambassadeur, notamment pour l'Angleterre. Quant à Charles, c'est un fils qu'Hortense a eu, et c'est aussi un bâtard. Et c'est surtout le beau-frère de Louis. Au début, il était monarchiste, alors le courant passait mal entre les deux. Mais étant un gros fan d'économie et une personne très influente, Louis se rapprochera de ce dernier. Et enfin, il faut que je vous parle du dernier personnage. Louis a toujours été entouré de femmes, et il y a eu beaucoup d'aventures. Mais si l'on ne devait ne retenir que 2 femmes, il y aurait Hortense, sa mère, et Eugénie, sa femme. Par où commencer? Eugénie, cette femme à la beauté froide, mais dotée d'un cœur pur, à la différence de la maîtresse de Louis, qui avait une beauté pure et un cœur froid. D'origine espagnole, elle rencontre Louis en 1848, dans l'hôtel de sa cousine Bonaparte. Un peu plus tard, il la rencontrera à l'Élysée, carrément, et il tombera éperdument amoureux d'elle. Mais vous savez quoi? C'est pas moi qui vais vous raconter la première fois. C'est un historien. Il va voir la belle Eugénie de Monteiro et lui dit dites-moi, pouvez-vous m'indiquer le chemin de votre chambre? Parce que c'est un chaud lapin, Napoléon III. Et Eugénie lui répond mais le chemin de ma chambre passe par la chapelle, sire. La nuit de noces a été l'occasion de Napoléon III de connaître une femme vierge, ce qui était extrêmement rare dans sa carrière. Et cette nuit de noces va être absolument abominable. Elle va se passer au château de Villeneuve-l'Étang, près de Saint-Cloud. Et le château n'avait pas été chauffé depuis 3 générations. On a grelotté de froid. Napoléon III n'a pas su réchauffer gentiment et délicatement son épouse. Et le lendemain matin, on le sait, Eugénie confiera à ses dames de compagnie l'amour qu'elle saletait. Merci collègue. Malgré toutes ces bonnes nouvelles, Louis galère un peu en politique. Et malgré une victoire écrasante aux législatives, due notamment à une intervention en Italie pour sauver le pape, il se fait marcher dessus. Adolphe Thiers se qualifiera même de crétin que l'on mènera. T'es tellement pas prêt, mec. L'Assemblée limitera même le droit de vote et favorisera l'influence du clergé dans l'éducation. En fait, l'Assemblée avait pour objectif, en mettant un Napoléon au pouvoir, de s'en servir comme d'une marionnette. Vous êtes con. Mais ce qui va mettre les feux aux poudres, c'est que la Constitution interdit au président de se représenter. Sauf que pour appliquer ses réformes sociales, il est obligé de se représenter, et 4 ans c'est pas assez. Mais l'Assemblée refuse de modifier la loi. À l'époque, le 49.3 n'existait pas. Et rappelons qu'il a le soutien du peuple, ce qui l'énerve encore plus. Alors, Morny et Louis vont mettre en place un coup d'État, comme son oncle. Le 2 décembre 1852, soit la date d'Austerlitz, de la mort de Rostand et surtout du sacre de Napoléon Ier, les troupes du général Saint-Arnaud arrêtent Thiers, les représentants du peuple et l'Assemblée tout entière. Les républicains demandent au peuple de se réunir pour affronter les forces de Louis.
Hormis quelques étudiants, le peuple ne se bouge pas ce jour-là. Eh ouais les gars, soutien populaire. Du 3 au 4 décembre, les insurrections ont lieu, un peu partout dans Paris, qui furent toutes écrasées les unes après les autres. La répression fut très sanglante, mais grâce notamment à l'aide de George Sand, la situation s'améliore. Oui, George Sand. Pour confirmer son soutien du peuple, il organise un plébiscite sur son retour au trône de France. Et sur les 10 millions d'électeurs, 7 millions voteront oui. Après avoir réécrit la Constitution, celui que l'on appelait le prince-président devient l'empereur des Français, Napoléon III. À dans 2 semaines pour la suite. Ciao.